Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier la notion de rang d'une matrice en développant la notion de matrice équivalente. Alors, pour commencer, un petit rappel, partons de la formule de changement de base pour une application linéaire entre deux espaces vectoriels. Donc, je prends deux espaces vectoriels E et F et je munis E de deux bases, B, B', je munis F de deux bases, C, C', et on pose une application, on considère une application linéaire que l'on va appeler U de E dans F. On a ici une matrice M, la matrice de M relativement aux bases B et C, la matrice de U, M', la matrice de U relativement aux bases B', C'. Quand on veut exprimer par exemple M' en fonction de M, on place ces deux flèches. À l'extérieur, bien sûr, je place les matrices d'identité, les applications d'identité. Et à l'intérieur, on place les deux matrices de changement de base. On a nos deux flèches fondamentales, la matrice de passage de B à B' ici, et la matrice de passage de C' à C ici. Et on lit la formule de changement de base, M' égale la matrice de passage de C' à C fois M fois la matrice de passage de B à B'. Ces deux matrices étant inversibles. On a donc les deux matrices de U qui sont reliées par ce type de relation. On va introduire de manière générale cette relation, ce qu'on appelle relation d'équivalence. Donc pour deux matrices de même dimension, donc je prends A et B, deux matrices de dimension NP, je dis que A et B sont équivalentes si il existe deux matrices inversibles que je vais noter P et Q, telles que A égale P fois B fois Q. Alors attention, je vais avoir besoin d'avoir à gauche de dimension N, à droite de dimension P. Donc il existe P dans GLN de K, il existe Q dans GLP de K, donc PQ inversible, tel que A égale P fois B fois Q. Et ce que l'on a immédiatement, c'est que deux matrices qui représentent le même endomorphisme entre des bases différentes sont équivalentes. Première remarque sur la définition. Là, il y aurait un petit quelque chose à démontrer. Je dis sont équivalentes, c'est symétrique en A et B. La définition n'est pas complètement symétrique. Donc pour accéder à cette définition, il faudrait déjà faire une petite justification, mais on va aller un peu plus loin, bien entendu, en démontrant le résultat suivant, c'est que ceux-ci sont équivalents, c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des matrices de dimension NP. Bien entendu, je veux dire en maths, on ne parle jamais d'équivalence pour quelque chose qui n'est pas une relation d'équivalence. On démontre ça de manière élémentaire. Alors, donc, une relation d'équivalence, on a besoin de montrer que cette relation est réflexive, symétrique, transitive. Donc je prends au début, alors je prends trois matrices pour les introduire une fois pour toutes. Pour la réflexivité, eh bien, on écrit juste A égale l'identité fois A fois l'identité. Les deux matrices identité étant bien entendu inversibles. Donc A est équivalente à A. Donc la relation est bien réflexive. Pour la symétrie, si je prends P inversible, Q inversible de dimension N et P toutes les deux, tel que A égale P fois B fois Q. Et bien alors, en multipliant par l'inverse de P à gauche,
l'inverse de Q à droite. J'écris B qui est égal à inverse de P fois A fois inverse de Q. Bien entendu, A et... Pardon, l'inverse de P et l'inverse de Q sont inversibles. Donc B est équivalent à A. Et enfin, pour la transitivité, si je prends P et P' inversible, Q et Q' inversible, tel que A égale P fois B fois Q et B égale P' fois C fois Q', donc je dis A est équivalente à C, à B, B est équivalente à C, et bien alors j'écris A comme étant directement P' fois C fois QQ', et on sait qu'un produit de deux matrices inversibles est inversible. Donc, directement, A est équivalente à C. Alors, que faire de cette relation d'équivalence ? La première chose que l'on va faire, c'est de comprendre ce que ça veut dire pour deux matrices d'être équivalentes. Hein, on a dit que deux matrices qui représentent un même endomorphisme sont équivalentes, et bien la réciproque va être vraie. Et après, ça va nous donner un résultat assez important qui va nous permettre de bien comprendre ce que veut dire pour une matrice être d'un certain rang. Donc, premier résultat. Alors, on a déjà vu, hein, c'est un rappel. C'est ce qu'on a dit avant. On va dire donc que si deux matrices représentent une même application linéaire, pardon, j'ai dû parler d'endomorphisme, on parle d'application linéaire, alors elles sont équivalentes, c'est la formule de changement de base. Hein, je ne parle pas représente une même application linéaire dans des bases, alors elles sont équivalentes. Et la réciproque est vraie. Donc, on va dire, donc je prends E, un K espace vectoriel. E et F, pardon, 2K espace vectoriel. B une base de E. C une base de F. Je prends U, une application linéaire qui va de E dans F. Et A, une matrice de dimension NP. Telle que la matrice relativement aux bases B et C de U est équivalente à A. Alors, je vais pouvoir trouver une base B' de E, une base C' de F, telle que A égale la matrice relativement aux bases B' et C' de U. Donc c'est bien, d'un certain point de vue, la réciproque de ce qu'on a observé par la formule de changement de base pour les applications linéaires. Si on a une matrice qui représente une application linéaire U relativement à deux bases, toute matrice équivalente à cette matrice représente aussi U. Mais pour d'autres bases, à la fois dans l'espace de départ et à la fois dans l'espace d'arrivée. Alors ça, c'est quelque chose de très simple, parce qu'il va suffire de lire la formule de changement de base d'un certain point de vue. Donc, on va copier la formule de changement de base. On va écrire, donc
si A est équivalente à cette matrice, hein, on sait qu'il existe P inversible Q inversible tel que A égale P fois la matrice de U fois cette matrice Q. Et ça, on va l'écrire inverse de P, inversé, fois la matrice de U fois Q. Et on va tout simplement lire une formule de changement de base là-dedans. C'est-à-dire on va voir cette matrice Q comme une matrice de passage, et cette matrice inverse de P aussi comme une matrice de passage. Donc, comment faire? Eh bien, Q, c'est une matrice de passage. C'est une matrice inversible. C'est la matrice, par exemple, d'une famille de vecteurs. Nous avons dit que pour toute matrice, il existe une unique famille de vecteurs, avec autant de vecteurs que de colonnes, pour lequel cette matrice est la matrice de cette famille dans une base donnée, fixée. Donc on sait qu'il existe une famille, on va dire, B' de E, telle que Q est la matrice dans la base B de la base B'. Alors avant de pouvoir parler de famille de base, avant de pouvoir parler de matrice de passage, encore faut-il justifier que B' est une base. Mais ça c'est immédiat d'après ce qu'on a développé dans les parties précédentes, parce que Q est inversible, bien immédiatement B' est une base de E. Et alors, Q c'est bien la matrice de passage de B à B'. On fait la même chose pour l'inverse de P. De même, il existe une base C' de F telle que l'inverse de P est la matrice dans la base C de la base C', donc c'est la matrice de passage de C à C'. Donc ça c'est quand même une idée assez importante de voir des matrices inversibles comme des matrices de passage. C'est très utile. Donc regardons, on a bien A qui est l'inverse de la matrice de passage de C à C' fois la matrice relativement aux bases B et C de U fois la matrice de passage de B à B'. Si vous reprenez la formule de changement de base des endomorphes pour les applications linéaires, comme la matrice de passage de C' à C est l'inverse de la matrice de passage de C à C', bien directement A, c'est la matrice relativement aux bases B' et C' de U. Donc ceci nous décrit d'un certain point de vue la classe d'équivalence, les classes d'équivalence pour cette relation d'équivalence. Et on va le voir d'un autre point de vue. Alors, une remarque que l'on peut faire, c'est que quand on a une matrice, on sait toujours l'écrire comme matrice d'une application linéaire. On peut toujours l'écrire comme matrice, par exemple, de l'application linéaire qui lui est canoniquement associée. La question qui se pose maintenant est, existe-t-il, quand on a une application linéaire, peut-on trouver une base de départ et une base à l'arrivée pour lesquelles la matrice de cette application linéaire serait particulièrement simple? Et la réponse est oui, et la réponse est en fait contenue dans la démonstration du théorème de Durand. Une démonstration importante. Donc, ce que l'on montre
avec ce que l'on va démontrer, c'est le théorème suivant. C'est le théorème de réduction sous forme JNPR. C'est que si on prend A, une matrice de dimension NP de rang R, alors A est équivalente à la matrice que l'on note JNPR, qui est la matrice suivante. On commence par un bloc identité, et ensuite des zéros. Un bloc identité de dimension R, et c'est une matrice à n lignes et p colonnes, que l'on peut écrire par bloc. L'identité de rang R, la matrice nulle avec R ligne P-R colonne, la matrice nulle avec N-R ligne et R colonne, et enfin la matrice nulle avec N-R ligne P-R colonne. Matrice importante. On va démontrer ce théorème, et on verra dans une prochaine vidéo que c'est un théorème très utile. Alors, une première remarque, avant de démontrer ce théorème, si on reprend tout ça, c'est que bien entendu, le rang de A est plus petit que le minimum de N et de P. Ça vient tout de suite. Pourquoi? Parce que le rang de A, c'est la dimension de la famille de ces P colonnes. Donc c'est la dimension d'une... sous-espace vecteur engendré par la famille de ces P colonnes, c'est le rang d'une famille de P vecteurs, donc c'est plus petit que P. Mais ces vecteurs-là, on peut les voir comme étant dans K puissance n, donc comme étant toujours l'abus K puissance n, les éléments de K puissance n sont les vecteurs colonnes. Donc en tant que dimension d'un sous-espace vectoriel de K puissance n, c'est aussi plus petit que n. Donc ça, c'est déjà quelque chose à bien savoir. Un autre point de vue, c'est juste d'accepter ceci et de voir que quand on écrit cette matrice R, cette matrice, forcément R est à la fois plus petit que N et P. Alors, démontrons ce résultat. Vu ce que l'on vient de démontrer, il suffit de trouver de bases bien adaptées dans lequel la matrice d'une application linéaire représentée par A est la matrice JNPR. Alors, on se rappelle bien entendu que avec, par exemple, l'espace de départ, je prends K puissance P, l'espace d'arrivée K puissance N, par exemple, B et C, les bases canoniques, phi l'application qui va de E dans F et qui a X donne AX, A, c'est la matrice relativement aux bases B et C de phi. Bon, c'est un exemple, c'est juste pour vous rappeler. C'est un exemple important, pardon. C'est vraiment une application linéaire très intéressante quand on veut étudier une matrice A. Cela dit, on pourrait faire ce qu'on va raconter avec n'importe quelle application linéaire représentée par A. Et ce que l'on a raconté quand on a démontré le théorème du rang, c'est que pour connaître complètement phi, il suffit de prendre un supplémentaire du noyau de phi dans E. Donc on va faire ça. On prend S, un supplémentaire
du noyau de phi dans A. On en prend... Alors, ce que l'on sait, c'est que, c'est le théorème du rang, hein, c'est l'argument du théorème du rang, c'est que phi réalise un isomorphisme de S sur son image. L'image de phi, d'ailleurs, c'est l'image de la matrice A. Le noyau de phi, c'est le noyau de la matrice A. Notamment, la dimension de S, c'est R, c'est le rang de cette application. Donc on va prendre E1, ER, une base de S, complétée, et on la complète avec des vecteurs du noyau. Donc on la complète en une base E1, EP de F par des vecteurs du noyau de phi. Ça, on a le droit de le faire, en fait, c'est l'argument de concaténation de bases. Si on a une base de S, une base du noyau de phi, leur concaténation est une base de F, car S et le noyau de phi sont supplémentaires. Et maintenant, si on regarde ce que veut dire ceci, eh bien alors, on sait que la famille phi de E1 jusqu'à phi de ER est une base de l'image de phi. Ceci, cette base, on peut la compléter. Donc on la complète. En une base F1, Fn de grand F. Donc ça, je vais l'appeler B', et ça, je vais l'appeler C'. Mais quelle est la matrice relativement aux bases B' et C' de phi? L'image du premier vecteur, c'est F1. Donc dans la base C', ses coordonnées sont 1, et ensuite que des 0. L'image du deuxième vecteur, c'est phi de E2, c'est F2, coordonnées dans la base B', hop, 0. 1, alors 0, 1, puis que des 0. Jusqu'au RIM. Ah, non, pardon. Je ne vais pas m'arrêter là, bien sûr, pardon, excusez-moi. Et ensuite, on a complété par des vecteurs du noyau, donc toutes les images sont nulles. Bref, on obtient bien la matrice JNPR. Alors, cette démonstration, comment est-ce qu'on aurait pu avoir cette idée? On aurait pu procéder à une petite analyse synthèse, en fait, à une petite analyse au préalable, pour si on n'avait pas d'idée de comment construire nos bases B' et C'. Si on regarde la manière dont est construite cette matrice GNPR, si c'est la matrice de cette application phi, on a forcément phi du premier vecteur de la base B' qui est le premier vecteur de la base C', phi du deuxième vecteur de la base B' qui est égal au deuxième vecteur de la base C', etc. Et les P-R, derniers vecteurs de la base B', sont forcément dans le noyau de phi car leur image est nulle. Voilà pour ce résultat. Donc on a bien montré que une des matrices de phi est la matrice JNPR. Donc A est équivalente à la matrice JNPR. Cela permet d'obtenir un résultat qui permet de comprendre
en fait, qu'est-ce que c'est que cette relation d'équivalence? Un corollaire, c'est que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même dimension. Alors ça c'est bien entendu, hein, sinon il n'y a aucune chance d'avoir des matrices équivalentes, et même rang. Alors c'est immédiat d'après ce résultat. On a dit, alors si elles sont équivalentes, on passe de l'une à l'autre en multipliant par des matrices inversibles, donc elles ont forcément même dimension et même rang. Réciproquement, si deux matrices sont même rang et même dimension, elles sont équivalentes à la même matrice JNPR, donc elles sont équivalentes par transitivité de cette relation d'équivalence. Donc le fait d'avoir démontré ce théorème de réduction sous forme JNPR, eh bien cela permet de complètement comprendre qu'est-ce que c'est que cette relation d'équivalence. En fait, cette relation d'équivalence caractérise le rang. Deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même dimension et même rang. Et alors ce théorème nous sera aussi utile pour plein d'autres choses, notamment pour comprendre ce qui se passe quand on transpose une matrice. Voilà pour cette vidéo. Il nous reste encore des choses à comprendre sur cette notion de rang, notamment comment calculer efficacement le rang d'une matrice. Ce sera la prochaine vidéo. Et aussi des arguments assez pratiques sur ce qu'on appellera les matrices extraites. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.